Salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Coup Critique. Je suis avec le magnifique Pierre-Philippe Renaud. Je m'appelle Francis Lamarche. Bienvenue dans ce podcast consacré à la culture du jeu de rôle sous toutes ses formes, même si on parle beaucoup de D&D, mais sous toutes ses formes. Comment tu vas, Pierre-Philippe? Ça va très bien. Et toi, Francis, comment ça va? Ça va bien. J'ai remarqué, tu as un petit quelque chose de nouveau. T'es pas mal swell, t'es pas mal beau, hein? Tu parles de ma qualité visuelle. Ben oui. Mais oui, Ben je oui, viens de me procurer, un nouveau kit, autant côté webcam que lumière. Fait que maintenant, j'ai une super belle qualité qui va me permettre de faire de super belles vidéos solo ou en équipe concernant des jeux et ainsi pouvoir, disons, proposer le plus de marchandises professionnelles possible aux gens intéressés. mais pour vrai, Pierre-Philippe, tu as conçu plusieurs vidéos qui s'en viennent sur Oui, plusieurs jeux de rôle différents. oui. Ça s'en vient. Mhm. Nos Patreons vont pouvoir le voir d'avance, mais Oui. ça s'en vient pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner un preview des jeux que tu vas nous présenter? Tu peux nous dire Et quel ben, jeu que... Ouais. j'ai fait un vidéo sur Alien, Alien? qu'on avait parlé brièvement. En fait, brièvement, j'en ai parlé vraiment souvent. Sinon, j'ai fait une vidéo sur Mothership, qui est un petit jeu qui ressemble beaucoup à Alien, en fait, mais qui est beaucoup plus facile d'action, on va dire. Et je suis en train de préparer un vidéo sur Bison, qui est un jeu horrifique à la sauce folklorique. Ouais, et qui Fait m'intrigue que j'ai vraiment bien hâte de beaucoup. pouvoir. Oui, La qualité très visuelle cool a pour l'air de vrai, très très cool. incroyable. C'est vraiment un beau jeu, mais à la base, c'est basé sur des ouvrages d'illustration d'un dessinateur norvégien, je crois, ou quelque chose dans ce genre-là. Là, je ne peux pas m'avancer, mais c'est basé à la base sur des livrets d'illustration. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. J'ai plein d'autres choses en tête. J'ai plein de petits jeux que je veux vous présenter. J'aimerais ça faire des espèces de des petites capsules vraiment rapides sur des petits jeux. Tu sais, juste pour présenter des petites affaires qui se placent vraiment rapidement dans une soirée, là, que c'est pas des livres à grosse campagne. Là. Donc, c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire très prochainement et je vais pouvoir le faire maintenant que je suis super équipé. Tant mieux. Concernant ça. Mais c'est ça, il va y avoir encore plein de nouveaux stocks comme ça Mm. qu'on est super content de vous offrir de plus en plus. Vous allez voir plus de vidéos sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on ne le dit pas si souvent, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez mettre la petite cloche. Vous pouvez recevoir dès qu'on sort des nouveaux épisodes, dont notre série où j'amène Pierre-Philippe, alias Mm. Baldaraquin, œuf d'argent, dans la cité de Phandalin et dans ses nombreuses quêtes autour en compagnie de sa sa partner, hein, Donabella Fiesco. C'est ça, On a aussi le podcast. Oui, tu te souviens plus de son nom, je hein? me rappelle jamais de son nom. À force de faire des blagues, là. Je me rappelle jamais de son nom. Ouais. Mais, mais c'est ça, fait que plein de nouvelles vidéos comme ça, le podcast, des reviews de produits. On a reçu plusieurs produits, puis on va en recevoir de plus en plus. C'est ça qu'on a plein de nouvelles, puis on a plein de choses à vous montrer. Fait que on a super hâte et peut-être des projets spéciaux aussi. Un petit mot d'ailleurs, merci à toute la communauté des YouTubers de jeux de rôle. Là. On est en train de se parler plein d'affaires. C'est vraiment cool. Euh, c'est ça. On ne dira pas plus. Mais ça va être vraiment, vraiment cool. Première grosse nouvelle. Euh, du 17 au 19 septembre, il y a eu un gros événement de D&D qui s'appelait D&D Celebrations. D&D Célébration, où c'est un événement qui était un peu une espèce de... Moi, je l'ai vu un peu comme une deuxième prise au D&D Live qui avait plus ou moins fonctionné. C'était plus jusqu'au dernier jour avant D&D Celebration, on savait plus ou moins de quoi ça va l'air. T'sais. Puis finalement, c'était vraiment cool. Pour vrai, ils ont eu des beaux panels avec des personnes, des gens qui sont activement chez Wizard of the Coast, qui n'ont pas hésité à parler de Icewind Dale, Rime of the Frost Maiden, qui est le module fort pour plusieurs mois, mais aussi de Tatcha Squadron of Everything, qui s'en vient en novembre, et de donner même des previews et des explications sur du contenu qu'il allait avoir dans ce livre-là qui est très attendu. Chris Perkins et Jeremy Crawford qui se sont trouvés une bonne connexion Internet et une bonne webcam, puis qui ont décidé
d'explorer certaines des questions que la communauté avait beaucoup posées. C'était vraiment intéressant. Il y a eu un super beau panel. Je vous invite à aller sur la chaîne de Dungeons and Dragons et d'écouter ça. De DM connus. Il y avait Brennan Mulligan, Dave Walters, il y avait Satine Phoenix, Deborah Ann Wall. Il y avait plein de DM qui ont parlé de certains défis qu'ils vivent, puis de comment ils voient le storytelling, puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Il y avait plein de conférences aussi, de parties qui étaient comme des glimpses de Icewind Dale, Realm of the Frost Maiden, mais aussi de sous-classes qu'il va y avoir dans Tasha's. Il y avait une carte interactive de Icewind Dale où on pouvait comme jouer avec des puzzles puis des easter eggs. Puis moi, j'ai eu la chance de participer au Epic. Donc, il y avait un Epic qui était organisé à plusieurs périodes de temps durant le week-end. Puis au moment où moi, j'ai fait mon Epic, on était 400 joueurs d'à travers le monde qui jouaient ensemble à D&D. Puis c'était rodé au quart de tour. C'était sur Discord et sur Roll20 en même temps. Mon DM était écœurant. Zach Goins, que peut-être vous connaissez parce qu'il organise beaucoup d'événements. Il écrit du stock aussi de 5e édition. Vraiment, vraiment cool. On a eu beaucoup de fun. On a réussi notre épique. Fait qu'on a débarré des choses cool pour Adventures League. Pour vrai, c'est vraiment cool. Bon, dans tout ce qui s'est dit dans D&D Celebration, il y a certaines choses qui sont sorties assez vite sur les médias, dont, certaines classes qui étaient confirmées dans Tasha's Cauldron of Everything, comme le Genie Warlock puis le Wild Magic Barbarian. Il y a aussi l'incorporation du Blade Seigneur directement dans Tasha's Cauldron of Everything. Le druide Circle of Spores qui était dans Ravnica, qui est maintenant directement dans l'univers de Faerûn. Il y a eu un peu de grab and pick là-dedans, un peu de mix match. Les nouvelles façons de créer des personnages où on peut prendre la race qu'on veut, mais si, mettons, ton elfe, il y a plus 2 de dex puis plus d'un de charisme, trouve-toi 2 stats où tu donnes 2 puis plus 1. Mais t'es un elfe. Puis tu gardes les feats, genre de Dark Vision puis des trucs. Tu sais, vraiment des belles mécaniques, des choses vraiment cool qui s'en viennent pour les joueurs. Et aussi, ce qui a fait beaucoup jaser, vers la fin, il y a eu une espèce d'entrevue avec le président de Wizard of the Coast et une des personnes en charge du design puis un peu la directrice artistique, je crois. Puis ils ont annoncé, en fait, que d'ici la fin de 2021, on devrait voir 3 nouveaux settings qui sont, en fait, des confirmations de 3 anciens settings que les gens voulaient voir revenir dans D&D 5e édition. Ça, le monde en fait « Ouais! » Puis ils ont dit que leur vision de D&D dans l'avenir, c'est toujours d'offrir du contenu, mais ils se rendent compte que les joueurs veulent plus de settings. Ils veulent plus de façons de créer leur propre monde, leur propre jeu. Puis la bonne manière de faire ça, c'est de leur donner des exemples de settings différents, puis de choses qui ont été rodées pour amener les joueurs où ils veulent. Donc, là, ma question pour toi, Pierre-Philippe. T'entends 3 anciens settings de D&D à venir. Ouais. C'est quoi tes choix? C'est quoi que tu aimerais voir revenir? Ou qu'est-ce que tu penses qui va sortir? Planescape. Je veux Planescape. Okay. Pour vrai, moi, j'adore la cité aux 1000 portes. J'adore cette espèce de making pot d'absolument tout qui permet de tout faire, en fait. C'est ça qui est vraiment beau. J'aimerais ça avoir Planescape. J'aimerais ça avoir... je pense pas que ça serait le cas, mais j'aimerais ça avoir Dark Sun. Parce que je trouve que c'est l'espèce de setting un peu Sword and Sorcery à la Conan le Barbare on va dire, de Donjon Dragon. Là. Fait que je trouverais ça vraiment cool d'avoir quelque chose d'un peu plus viscéral là, à ce niveau-là. Ouais. Puis, ça manque. Ça manque en ce moment. Ouais. Puis comme 3e setting, pour de vrai, je t'avouerais que excepté, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme très, très accrochés et amoureux de Greyhawk, mais
j'ai pas d'attachement. Là. Tu sais, je pense que c'était dans les Dragonlance, si je ne me trompe pas, là, les livres. Là. Mais c'est le premier setting. C'est le premier Ouais. setting de Ben D&D. oui, mais tu sais, je suis pas. OK, cool. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont genre comme j'aimerais beaucoup que ce soit Spelljammer qui débarque, là, espèce de truc dans l'espace là, avec des vaisseaux, puis une espèce de mélange fantasy, space opéra. Puis ça non plus, c'est pas. On dirait que Spelljammer plus Planescape, je trouve que ça peut comme être une affaire ensemble, dans le sens que tu sais, ça se mélange un peu. Là, il y a le concept des vaisseaux puis des Mind Flyers avec leur espèce de grosses coquilles volantes là, qui se mettent à se téléporter un peu partout puis tout ça. Fait que j'ai pas vraiment de. Ouais. Excepté Planescape puis Dark Sun, j'ai pas vraiment d'autres choix, je t'avouerais, qui me viennent rapidement en tête. Et pour ta part, Francis, qu'est-ce que tu aimerais voir? Moi, j'essaie d'y aller logique, j'essaie de voir le pouls du public, puis moi, je pense que je regarde ça d'un point de vue plus marketing, mettons. Si j'annonce qu'il y a 3 nouveaux anciens settings qui sortent, je pense que Greyhawk va revenir, Ouais. juste pour le fait que ça fait 45 ans que D&D existe. Ils ont fêté leur anniversaire il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'anciens qui ont recommencé à jouer à D&D avec la 5e édition, qui jouent avec leurs enfants, leur famille maintenant, puis qui vont peut-être avoir le goût de les amener dans cet univers-là qu'ils connaissaient quand ils étaient jeunes, puis qui ont joué tellement dedans. Puis en plus, il y a plein de petits modules, de petites aventures qui pourraient remixer à la Tales of From the Yawning Portal, là, puis de sortir comme un autre compendium avec des aventures qui se passent dans Greyhawk, je pense. Fait que je pense que Greyhawk va sortir. Je pense que Planescape est inévitable. Je pense que c'est celui que les gens veulent le plus. Puis je pense que Spelljammer va venir parce que dans Baldur's Gate 3, on a une espèce de glimpse de Spelljammer avec les Mind Flayers puis leur voyage interdimensionnel qui viennent. Puis ça pourrait être un beau mix avec un jeu qui a cette espèce d'univers-là. On a des films comme Dune, puis des choses comme ça qui s'en viennent où l'espèce de quête de l'espace va être un peu remixée. Cyberpunk, ça serait en tout quelque ça. sorte un peu aussi. Ouais. Il y a comme un côté, je crois que D&D va essayer d'exploiter avec ça, tu sais. Puis parce que de toute façon... Starfinder ou... Je pense pas que Starfinder leur fasse tant mal que ça, mais je pense que tu veux ailleurs, tu veux sortir les joueurs ailleurs complètement, tu les envoies dans l'espace. Ouais. Je veux dire, tu peux aller dans l'espace dans le D&D, tout le monde qui connaît pas ça, là, il y a ça. Peut-être qu'ils vont payer du monde avec ça, mais Planescape, oui, puis mais Greyhawk, peut-être pour un anniversary, quelque chose, puis ouais. Moi, je pense que ça va être ça. Sinon, ils ont parlé aussi beaucoup qu'il allait avoir plus d'outils pour jouer en ligne. On est tous au courant que D&D Beyond travaille sur un VTT, là, puis sur un... Imagine, tu achètes ton module sur D&D Beyond, puis il est déjà monté en plus sur leur plateforme VTT, puis tu amènes tes joueurs, tu as déjà toutes tes campagnes, toutes tes fiches de personnages, de tous tes joueurs sur D&D Beyond. C'est un no-brainer. Puis ça s'en vient rapidement. Ça ferait Moi, je mal pense que D&D Beyond ça. doivent se... Mais ça ferait mal à beaucoup de joueurs dans ce domaine-là, parce que... Mais imagine si D&D Beyond avait sorti ça avant la crise actuelle. Comment il aurait fait du cash, tu sais, ça n'a aucun sens. Mais c'est devenu... Les gens se sont accoutumés à jouer en ligne maintenant. Beaucoup de monde font comme, ben, tu sais, c'est pas si pire que ça, tu sais, puis... Fait que... Ça risque de venir bientôt, fait qu'il va y avoir plus de ça. Puis on s'est parlé de beaucoup plus de variété au niveau du licensing de D&D. C'est maintenant que c'est devenu de plus en plus mainstream, on va voir de plus en plus de trucs comme des t-shirts, des accessoires, peut-être des films. Je pense qu'il y a un film qui est en train de s'écrire de D&D. On va avoir beaucoup plus de D&D dans notre vie de tous les jours, puis ça s'en vient. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, D&D Celebration. Puis pour vrai, ça a fait du bien après D&D Live. Je pense que c'est un bel événement. Il y avait de tout pour tout le monde. Il y avait des panneaux, mettons, sur l'inclusivité, sur comment créer des campagnes, comment être sensible à des joueurs avec des différences comme être aveugle ou être... Il y avait comme des choses vraiment nice que j'aurais pas pensé trouver intéressantes. Puis
pour vrai, genre, j'ai appris des choses, puis j'ai fait comme DM, là, c'était des bonnes leçons, puis c'était le fun d'entendre des discours qui venaient de la communauté at large, là, tu sais. Mhm. Fait que c'était ça pour D&D Celebration. T'as-tu une petite nouvelle à nous parler, toi, Pierre-Philippe? Oui, j'ai toujours des petites nouvelles à te parler, mon cher Francis. En fait, comme on en avait parlé un peu, là, j'ai essayé d'aller trouver des petites affaires qui étaient peut-être un peu moins en lien avec D&D, parce qu'on parle beaucoup de D&D, mais j'aime ça parler d'autres choses aussi des fois. Et je vais dans le fond annoncer que, puis ça j'en parle excessivement souvent, vous le savez, puis j'ai une vidéo qui est là-dessus, qui s'en vient présentement. Je parle comme toujours du jeu de rôle d'Alien. Je trouve que j'en viens à la limite gossant. Et Ouais, mais tu sais, on parle tout le temps de D&D aussi. ouais, je sais. Mais en même temps, je trouve ça cool parce que le jeu d'Alien a vraiment une très grosse explosion de popularité assez folle. Ça pogne vraiment beaucoup comme jeu. Je pense que c'est le jeu qui vend le plus de la maison de production, là. Donc, je voulais seulement mentionner le fait que le kit, le Starter Kit qui est maintenant disponible autant en PDF que physique en anglais. Vous pouvez vous le commander présentement sur Internet. Je ne pense pas qu'il va être déjà arrivé physiquement dans votre magasin local. Je pense que ça va être dans les prochaines semaines. Il va être traduit en français, ce qui est très cool pour notre communauté francophone, par une maison française qui s'appelle Arcane Publishing, qui est dans le fond une compagnie qui s'occupe surtout de la traduction. Ils ont traduit déjà beaucoup d'ouvrages, tels que la 5e édition de Vampire the Masquerade. Ils ont traduit Tales from the Loop, qui est un autre jeu de la même compagnie qui fait Alien. Et ils ont annoncé qu'ils allaient traduire justement le Starter Kit d'Alien, qui est, ma foi, moi je l'ai en PDF en anglais, et c'est vraiment un beau Starter Kit. Condenser des règles, fiches de personnages pour un quick start, un scénario d'introduction, OK. une map. Ah, Il y a un paquet d'affaires qui permet de vraiment. Puis, tu sais, des petits props physiques, là, des petits trucs physiques à donner aux personnages, puis tout ça. ouais, quand t'achètes Ouais, la parce boîte, que c'est ouais. une boîte. Puis ça, tu vois-tu, ça, c'est un autre. On en avait déjà parlé, c'est un autre sujet d'émission complet qu'on pourrait avoir sur des starter kits en soi. Ouais. Ouais, Donc, ouais. non, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. Puis pour de vrai, ça, je vous l'encourage fortement. Si vous êtes un tant soit peu curieux à découvrir cet univers-là, c'est une bonne porte d'entrée euh, à la compagnie Frioligan, au système de jeu, le Mutant Year Engine, qui est le système des 6 que je parle souvent, et au jeu d'Alien en soi. Je trouve que c'est la meilleure porte d'entrée qu'il se peut présentement. Commandable en ligne un peu partout, ou directement sur le site du fournisseur. Sinon, tranquillement, ce fournisseur-là, ce qui est très cool, c'est que ça fait partie des rares fournisseurs franco d'Europe qui, leur stock est trouvable en PDF. Sur Drive-Thru RPG, vous pouvez acheter leurs livres qui sont déjà sortis en PDF version française, comme par exemple le livre de jeu de rôle, celui qui ont fait aussi la traduction de Star Trek 2D20. Et ça va être disponible très prochainement parce qu'on le sait, des fois, ça coûte cher le transport entre les océans. Donc, c'est bon à savoir. C'est ma première petite nouvelle non DND-esque que je voulais partager avec vous ce soir. Ouais, puis ce qui est le fun, dans le fond, c'est que vous vous créez pas de papier puis Mhm. de choses comme ça, puis vous avez un produit fini, soigné, à un moindre coût que de le faire shipper, mettons, puis que... Mhm. Mais c'est juste cool qu'ils le mettent disponible en PDF, Ouais, tu sais, c'est vraiment. qu'ils ont eu le droit, là, tu sais, puis que... C'est tellement simple, mais Parce pourtant que c'est tellement. beaucoup de Ouais. publishers veulent pas faire leur... Parce qu'ils ont peur que ça se fasse tout le temps télécharger, puis illégalement, puis tout ça. Puis je sais qu'il y en a des compagnies qui essaient de trouver des alternatives à ça, comme je pense que c'est Edge Entertainment que eux autres, ils font la traduction d'un jeu de rôle qui s'appelle Degenesis, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique vraiment beau. Genre, c'est écœurant le visuel de ça. À la base, les personnes qui ont fait ce jeu-là, c'est des Allemands. Le jeu est en allemand à la base. Ça a un visuel de ouf. Là. C'est vraiment, là, c'est beau, là, c'est léché, c'est des dessins super réalistes, c'est très violent comme univers, c'est très mature, Disney+, là, si tu n'aimes pas ça dans les mains d'un enfant. Et
C'est un livre qui coûte très cher. Le package coûte vraiment cher, genre les 2 livres de base. Et Edge Entertainment ne voulait pas le faire en PDF parce que justement, c'est pour plein de raisons. Ils sortaient des raisons légales puis tout ça. Puis ultimement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une plateforme en ligne sur leur site Internet où tu as accès dans le fond à ton livre, mais tu ne peux pas l'avoir comme en PDF physiquement. Tu peux juste comme le voir dans cette espèce de bibliothèque-là en ligne parce qu'ils savent que s'ils sortent en PDF que tu vas pouvoir avoir dans ton ordinateur, tu vas pouvoir le partager à d'autres gens. Puis tout ça. Puis ça, c'est ce qu'ils veulent éviter au final. Ça se fait beaucoup dans... Ça se fait beaucoup dans le domaine du comic book. Tu sais, comme Marvel a une application, puis tu l'achètes par là, ton comic book, puis tu peux le lire là-dessus, mais tu peux pas télécharger. J'ai vu une autre méthode, je pense que c'est Paizo ou une autre compagnie, que quand tu télécharges un produit PDF, il y a un watermark dans le PDF. Fait qu'à moins que quelqu'un est vraiment bon en Photoshop et qu'il se mette à cacher ça sur toutes les pages de son PDF, on le sait, c'est qui l'a téléchargé puis qui l'a mis ouvert. Là, je crois que l'ensemble des produits que tu achètes sur DriveThru RPG, là, peut-être que je parle rapidement, je pense que l'ensemble des produits que tu achètes sur DriveThru RPG, tu as ton watermark de ton compte en haut des pages. Tu as probablement raison, ouais. Ouais. Pour être sûr, justement, ça soit vraiment seulement que toi qui as accès à ton ouvrage, que je trouve absolument louable. Tu sais, je veux pas... ultimement, je ne suis pas pour ce partage illégal-là. Je veux encourager, dans le fond, les compagnies. Souvent, quand je me fais donner... Admettons que j'ai un ami qui me passe un PDF gratuit d'un jeu, je vais... Habituellement, par la suite, je vais aller l'acheter parce que je veux encourager également la compagnie, mais je vais probablement jeter un coup d'œil à ce que c'était auparavant. Fait que non, ne piratez pas et achetez vos PDF légalement. C'était mon TED Talk la soirée. C'est bon. Petite nouvelle qui vient de sortir aujourd'hui, c'était quand même une grosse nouvelle, puis on s'y attendait pas. Critical Role qui fait une fondation. Et, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui tripe sur Critical Role. Moi, le premier, j'aime beaucoup la série, puis vous savez pourquoi. J'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi Critical Role. Mais ça grossit, Critical Role. C'est vraiment huge. Ils ont des figurines Funko Pop, là, tu sais, puis ils sortent du merch à tous les épisodes du merch nouveau, puis ils sont sold out partout, puis il y a la série animée qui s'en vient, puis tout. Fait qu'ils font quand même du gros cash. Puis ils ont sorti une vidéo aujourd'hui sur leur chaîne YouTube où ils ont dit, on donnait déjà dans plein d'organisations différentes, un peu sporadiquement, mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, puis toutes les demandes, puis ils doivent être beaucoup sollicités aussi, ils ont décidé de créer une fondation dans le fond. Fait que ça s'appelle la Critical Role Foundation. Fait que les gens peuvent donner directement, si vous êtes des fans de Critical Role, puis que vous voulez offrir des dons pour qu'ils soutiennent des organismes, c'est possible de le faire maintenant. Jusqu'à présent, depuis leur début, ils ont ramassé 600 000 $ en charité offerts un peu partout dans des organismes, que ce soit Red Nose Day, 826LA, puis Pavlov, puis d'autres fondations comme ça. Puis là, ce qu'ils veulent faire, c'est comme centraliser leur effort avec un conseil d'administration, puis vraiment une structure pour offrir. Puis là, c'est fou de penser comment le jeu de rôle, puis la passion. Je sais qu'il y a des gens qui trippent sur l'équipe de Critical Role, puis tout, mais au départ, c'est une game de D&D qu'on regarde, là, tu sais. Fait que de savoir que le monde, on donné autant, mais qu'il voit l'argent qui s'en vient, mais elle dit, c'est pas vrai qu'on fera rien avec, on va aider des gens. Ils ont toute une philosophie, ils ont un plan pour la fondation que vous pouvez consulter. La vidéo d'introduction est super touchante, c'est super bien animé, ça explique super bien. Si vous vous demandez c'est quoi, je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment cool. Fait que thumbs up encore, Critical Role, my God. Tu sais, genre, les nerds vont conquérir le monde. Oui, c'est toujours vers l'avant. C'est déjà fait. Vers l'avant. C'est déjà fait, là. C'est déjà fait. Ouais. Ouais. Fait que c'était ma petite nouvelle sur Critical Role. Je trouve ça cool. Oui. C'est ça. Ben, c'est une très belle nouvelle, Francis, pour le... Ben oui, c'est du soleil dans mon cœur. Je pense que tu avais quelque chose d'autre. Oui, ben deuxième petite nouvelle rapidement, rapido presto, parce que je vois le temps passer, puis tabarouette qu'on s'éternise à discuter sur mille et une choses. Dans le fond, moi, j'ai découvert un nouveau jeu de rôle récemment encore, qui s'appelle Zweihander,
qui est, en fait, ce n'est pas un petit jeu, ben, c'est un jeu indie, entre parenthèses, dans le sens que c'est pas un petit jeu à 20 pages, là, c'est un jeu à genre énormément de pages. Et Zoender, dans le fond, c'est comme une espèce de hack, si on veut, plus des premières éditions du jeu de rôle de Warhammer Fantasy. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé tout le setting de Warhammer, puis ils l'ont comme lancé au loin. Sauf qu'ils gardent tout l'aspect grim, dark, plus dark fantasy avec un peu de low fantasy selon l'endroit, comment tu veux y donner, avec de la corruption, un panoplie de jobs à n'en plus finir, là, puis des tables et des tables et des tables avec une création de personnages qui peut être complètement aléatoire de A à Z, dans le sens que tu pourrais te ramasser avec ton party, ça peut être un warlock, un thug, puis genre un fermier, juste pour dire que il y a comme absolument tout existe là. Et c'est d'ailleurs, parfait. c'est très cool. Pour vrai, moi, c'est le genre de choses qui me fait vraiment triper. Là. J'aime vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup le feel de Warhammer, mais je trouvais que l'univers était quand même si j'ai commencé depuis peut-être 2 ans, peut-être, à m'intéresser plus à l'univers, j'ai commencé vraiment à plus lire là-dessus. Puis je trouve que c'est un univers qui est très plaisant. Sauf qu'on dirait que c'est un puits sans fond. Là. Je termine jamais à apprendre du stock. Puis je me sens comme jamais à l'aise de me dire OK, je suis prêt à partir d'une game, puis comme let's go, je vais pouvoir répondre à toutes les questions qui vont me faire lancer par rapport à ce setting-là. Fait que je trouve que c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, tu sais, je te l'avais pas dit, mais regarde, je l'ai le livre physiquement. Oh! Ouais, c'est ça. The Wender Game. Et très beau, très Ça me bel donne une ouvrage. idée de l'ambiance. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est tellement Warhammer juste avec le cover. Et juste te montrer, parce que là, je fais exprès pour le montrer de même, parce qu'on n'a pas une perspective de côté. Parce que dans le fond, si je le tourne de côté, on peut voir que le livre fait environ 635 pages. C'est vraiment, c'est vraiment un gigantesque bouquin. C'est mon plus Une petite lecture de chevet. C'est mon plus gros jeu de rôle que j'ai jamais eu, là, pour de vrai. Ça n'en plus finir. Ça n'en plus finir. Et pourquoi est-ce que je parlais de ce jeu de rôle-là? Parce que, d'un, je vais assurément faire une critique en vidéo solo un jour, c'est sûr. Mais aussi parce que eux, dans le fond, ça a été financé à la base par Kickstarter, par plateforme participative. Et ils ont annoncé en début octobre qu'il va y avoir en fait un nouveau Kickstarter du jeu, d'un module, si on veut en quelque sorte, qui va s'appeler Flame of the Freedom, si je ne me trompe pas. Là, je ne suis pas en train de me... Ouais, Flames of Freedom, qui est en fait un setting en soi, parce que puisque le jeu du Zoender propose aucun setting a priori, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez. Là, vous pouvez faire un setting, une aventure toulouesque ou quelque chose d'historique, médiéval historique, vous pouvez aussi. Et Flames of Freedom est un setting en soi, un module qui peut se jouer, qui va dans le fond proposer aux gens de jouer dans une aventure, un setting très American gothique, où est-ce que c'est l'histoire des colonies, puis dans le fond de la guerre d'indépendance américaine contre la Grande-Bretagne et tout ça. Mais il va toujours avoir une twist probablement horrifique. Comme le veut le système de base. Là. Donc, j'ai très hâte de voir où est-ce que ça va s'enligner là-dessus. J'ai hâte de voir la twist qu'ils vont lui donner parce que on s'entend que c'est pas nécessairement une période historique qui est souvent vue en jeu de rôle. Et si c'est vu en jeu de rôle, souvent, ils vont souvent faire exprès pour tasser certains... on va dire, sujet un peu plus fâcheux de l'histoire que je trouve absolument comprenable et très sensible à mettre en jeu de rôle concernant, par exemple, les Premières Nations ou peu importe. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont aborder ça. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont... Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune ficherie d'idée. Mais c'est sûr et certain que je vais vous tenir au courant du moment où ce Kickstarter-là va être lancé. Je vais assurément le pitcher sur la page en parlant un peu de qu'est-ce que c'est, puis en parallèle, préparer une vidéo sur ce jeu-là qui est excessivement lourd à tenir dans mes mains. Fait que, ouais. Zoender. Super. Plus d'univers à jouer, plus de jeux à jouer. C'est marrant. Fait que là, on va rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. On a décidé de vous parler. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Moi et Pierre-Philippe, on voulait vous proposer
des livres de tiers parties. Donc, des livres qui ne sont pas faits par Wizard of the Coast, mais des livres vraiment intéressants, comme si vous êtes un DM ou même un joueur, des choses qui peuvent être intéressantes à avoir dans votre arsenal et surtout des beaux livres. Tu sais, des livres qui sont super beaux. Le premier, et on doit remercier l'auteur qui s'appelle Manix Draconix Manansala. Je, je voulais être sûr de bien le dire. Vous pouvez le trouver sur DM's Guild puis Drive to RPG sous le nom de Dragonix, surtout, qui a construit les très populaires, qui sont toujours encore au top, je crois, des ventes de livres euh, sur DM's Guild. C'est les fameux Monster Manual Expanded. Ça, pour vous donner une idée, là, c'est épais comme ça, là. Ouais, c'est gros. C'est vraiment C'est gros. C'est quoi ça? C'est C'est gros. des monstres. Là. Oui, oui. C'est des monstres, mais c'est que des monstres. C'est le Monster Manual, mais expanded. mais en fait, ce que l'auteur a voulu faire, c'est offrir de la diversité et aussi des hommages beaucoup. Euh, dans ce qu'on retrouve dans ces livres-là, c'est des monstres qui ont apparu dans d'anciennes éditions de D&D, mais qui n'ont pas fait qui ne sont pas rendus jusqu'à 5e édition, mais qui ont été refaites avec des nouvelles descriptions puis des nouveaux stat blocks sur plein d'univers différents. Il y a aussi des remixes de monstres connus, mais avec différentes variantes. Comme, oui, on a le Hobgoblin puis le Hobgoblin Captain, là, mais il y a comme, je pense, 15 sortes d'Hobgoblins là-dedans. Là. Tu sais, des chamans, c'est fou, là. Je veux pas trop montrer de choses parce que c'est... tu sais, je vais juste donner un petit exemple euh, de qu'est-ce qu'on peut voir dans le livre. Là. Les illustrations là, sont vraiment malades. Là. Regarde, ici on a un ogre momie. OK? Puis c'est juste vraiment cool. Ça a l'air d'un livre tiré directement de Wizard of the Coast. La mise en page est excellente, les dessins sont magnifiques. Il y a eu un volume qui a été tellement un gros succès que l'auteur en a fait un deuxième qui s'appelle Monster Manual Expanded 2 et c'est le même principe. C'est encore plus de monstres, encore plus de diversité. Puis ça, un DM, tu n'as jamais assez de monstres pour faire des campagnes. Tu peux prendre tout ce qu'il y a là-dedans puis l'utiliser à différentes sauces pour toutes vos campagnes. Et l'auteur a annoncé qu'en 2021, il y aurait un Monster Manual Expanded 3. Donc, imaginez là, la quantité de stock. Le premier volume propose 475 créatures différentes. 475 stat blocks différentes pour un livre de 330 pages. Le deuxième livre, c'est plus de 300 pages, puis je pense qu'on parle d'autour de, je pense que c'est 500 nouveaux monstres, quelque chose comme ça. C'est, c'est hallucinant. Un bon Puis pour sens. vrai, pour avoir feuilleté longtemps le livre, là, j'ai pas senti qu'il y avait du copy and paste, puis que c'était juste comme mettre des monstres pour mettre des monstres. Il y a vraiment des bonnes idées là-dedans. Là. C'est bien regroupé. Euh, il y a, il y a vraiment comme, tu sais, les Kenku, là, par exemple, les Kenku, c'est un monstre qui a un stat block, je pense, dans Monster Manual. Là. Mais là, il y a comme trois, quatre sortes de Kenku, puis ça donne des indices sur comment lui il est différent un peu. Tu sais, ils ont tout un peu un paragraphe qui explique qu'est-ce que le monstre est, puis qu'est-ce qu'il fait. L'auteur nous a fourni les deux versions physiques ici, mais on a aussi les deux versions PDF. Toi, Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu en as pensé de ces ouvrages-là? Moi, pour vrai, là, c'est un must. Là, je veux dire, c'est vraiment cool. J'ai vraiment, pour de vrai, je te vois qu'à la base, j'étais très nébuleux, j'étais vraiment pas sûr jusqu'à ce que j'y prenne vraiment le temps de jeter un coup d'œil et j'étais agréablement surpris. Euh, de un, parce que justement, tu as parlé, exemple, de l'art du livre à l'intérieur, puis je trouve ça très cool parce qu'en fait, de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai cru reconnaître par de nombreuses illustrations, il y a beaucoup de dessins qui proviennent, dans le fond, des éditions précédentes, de la 3 puis de la Mhm. 3.5, des choses très cool. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé
c'est justement que il ne va pas commencer à créer une tralée de nouveaux monstres aussi excentriques les uns que les autres. Il a fait attention à ne pas faire l'erreur du bestiaire 4-5 de la troisième édition, où est-ce que genre là, tu te ramassais avec un monstre qui s'appelait Garboublouk, puis c'était un tas de morve avec des griffes, ou puis là, Ouais, l'autre je vois ce monstre que de tu la veux page dire, ouais. suivante. C'est un peu comme les Pokémon, là, passer comme passer telle génération, maintenant tu te Les, dis, OK, là. les Pokémon en bouffe, là. Ouais, c'est ça. Les Là, Pokémon. les Pokémon objets, là. Excuse-moi, Anne-Catherine Choquette, si tu écoutes l'épisode, là, je sais que tu aimes beaucoup ça, mais c'est ça pour dire que je trouve ça très cool parce que justement, il prend des monstres qui sont connus, puis il fait juste leur donner une twist différente. Puis je trouve ça en fait plus logique, puis plus le fun en tant que DM d'utiliser ça pour créer de la variété dans un contexte où est-ce que assurément que dans ta troupe on va dire de bugbear qui s'en va attaquer tes joueurs, mais ça va pas être 5 bugbears pareils avec les mêmes stats. Là, tu vas avoir oh, ok, un bugbear qui est plus un genre de prêtre. Oh, un bugbear qui est plus genre d'attaque à distance. Oh, un bugbear classique du livre de base. Fait que juste ça, juste pour ça, moi je suis complètement vendu. Pour vrai. Je trouvais ça vraiment cool. J'ai surtout regardé le premier. Je trouvais que le deuxième, j'ai pas encore jeté beaucoup de coups d'œil dessus. Mais juste le premier, je faisais le tour puis j'étais comme ah, ok, c'est vraiment nice ça. C'est vraiment nice. Puis au final, comment je pourrais Ouais. dire ça? Il fallait juste que quelqu'un y pense. C'est pas comme. C'est pas une idée révolutionnaire. C'est pas à flipper des tables, mais le gars a juste comme. Non. Il a vraiment juste bien fait ça, au final. Ouais, puis je pense qu'il est arrivé avec une proposition assez intéressante qui a pu justement utiliser les noms et les matériels de d'autres d'anciennes éditions, puis que Wizard of the Coast a fait oui, vas-y. C'est parce que c'est vraiment cool Mhm. ce que tu offres. Puis tu touches un bon point. Tu sais, c'est des monstres qui ont des noms génériques. Puis dans votre campagne, là, chaque monstre peut avoir comme son nom, puis être votre vilain ou être votre. Tu sais, on ne sent pas qu'on nous pousse à travers la gorge que il y a 8 disciples puis qui vit dans une forteresse à telle place. Puis que, tu sais, c'est pas ce livre-là. C'est un livre où on offre des monstres qui peuvent donner de la variété, puis justement déstabiliser les joueurs Oui. qui connaissent beaucoup le Monster Manual. Oui, oui, définitivement. Tu sais, Ça, tes gars qui moi, connaissent ça du bout des doigts, là. t'as pas besoin d'avoir joué bien longtemps pour savoir qu'un gobelin, mettons, ça a telle Mhm. affaire, puis telle affaire. Je le dis pas parce que d'un coup, il y a du monde qui ne savent pas. Mais euh, tu leur donnes un gobelin qui est un chaman, tout d'un coup, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son action? Ben voyons, un gobelin, ça fait ça. Ben oui, celle-là, il fait ça. Tain. Ben, C'est mais exactement ça. c'est instaurer la peur dans vos joueurs. Mhm. Puis, oh, plus de metagaming, let's go. Ouais. Fait que c'est ça pour ça. Ben, fait que merci beaucoup, Dragonix, pour nous avoir permis de regarder ces beaux ouvrages-là. Nous allons les utiliser avec Bonaventure. Puis c'est pas commandité, hein. Il y a juste comme dit, vas-y, tu sais, on vous envoie des exemplaires, puis parlez-en, puis c'est cool. Fait que, ouais, ben, merci beaucoup. Puis je le suggère fortement en hardcover. Ça se passe, c'est super le fun à consulter, juste comme ça. Puis c'est des beaux ouvrages. OK. Ben, tu vois-tu, là, c'est quand même vraiment drôle parce que avant l'entrevue, on se parlait un peu de ce qu'on allait jaser, tout ça. Et je t'avais mentionné, dans le fond, mon plaisir de parler de Adventure in Middle-earth de Cubicle 7, qui, dans le fond, est une adaptation, si on veut, du jeu One Ring, qui est un jeu sur le Seigneur des Anneaux, mais adapté à la sauce de la 5e édition par la compagnie Cubicle 7 qui s'occupe de la dernière édition de Warhammer Fantasy. Mais je ne parlerai pas de ça, Francis. On en a parlé pour la simple et bonne raison que, puis là, tu vas comprendre en fait pourquoi est-ce que je dis ça. Puis tu sais, je t'en ai parlé avec full de passion tantôt. J'étais genre comme, ah, je vais te parler de ça, puis c'est full bon. Puis oui, effectivement, c'est full C'est pas bon. grave, t'en parleras une autre fois. Non, mais je vais juste pas en parler, jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que Cubicle 7 a perdu les droits Et voilà. de One Ring. Ils ont perdu les droits, dans le fond, des publications en lien avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Fait que ces livres-là sont plus disponibles. Je viens d'aller vérifier. Oh. Ils sont plus disponibles, tu peux plus. J'étais allé voir sur Drive-Thru RPG, ils sont plus là. Vous ne pouvez plus les acheter.
vous ne pourrez plus jamais jouer à ce jeu qui était merveilleux. Fait que, malheureusement, c'est dommage. Mais pour vrai, si quelqu'un a tiré à la plug, c'est parce que ça va ressortir. Ben oui, en fait, ailleurs, c'est déjà prévu. peut-être. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. ça. C'est déjà prévu. En fait, je peux te le dire parce que je pense que c'est le genre de choses qui est plaisant, surtout quand c'est en lien avec cette compagnie-là. En fait, ça va être ma compagnie d'amour, c'est Free Hooligan qui a eu les droits pour faire le jeu de rôle du Seigneur des Anneaux, qui est, tu sais, cette compagnie-là va juste avoir les droits de toutes choses cool sur cette terre. Fait que... OK, 10 nouveaux Ennies. Let's go! Oui, c'est exactement ça. Fait qu'à la place de parler de Adventure in Middle-earth, qui était de super beaux ouvrages, il a fallu que je saute sur de quoi d'autre rapidement. Fait que je vais tout simplement... tu sais, on avait déjà abordé, tu avais déjà parlé dans une autre vidéo, je m'en rappelle, des merveilleux livres de Cobalt Press. Tu sais, exemple, tu avais parlé de Tome of Beasts puis de Codex Monster. Mais moi, par contre, là, ce que je veux nommer comme... moi, j'aime beaucoup Cobalt Press en tant que compagnie de tierce partie qui va sortir du stock pour la 5e édition à leur propre sauce. Un de leurs livres que j'apprécie beaucoup, qui est trouvé en PDF, encore une fois, et aussi physiquement, vous pouvez le commander, c'est Book of Layers, qui est pour la 5e édition, qui est en fait un ouvrage sur des lieux, tu sais, des lieux à passer au travers en lien avec des monstres précis. C'est un peu comme quand, par exemple, vous allez trouver on va dire le temple secret d'un aboleth, puis là, toutes les salles vont être expliquées, puis là, il va y avoir des twists à gauche et à droite. Eh bien, le très cool ouvrage de Cobalt Press, Book of Layers, va dans le fond transporter les joueurs dans différents settings qui ne seront pas nécessairement expliqués de long et en large, mais qui vont expliquer plus l'endroit précis où est-ce que les joueurs vont débarquer et qu'ils vont pouvoir, dans le fond, découvrir telle pièce, il y a telle chose, telle autre pièce, il y a telle autre chose. Et ce que je trouve très cool là-dedans, c'est que c'est vraiment transportable à toutes les sauces, dans le sens que vous pouvez le prendre et le mettre dans votre univers. Au final, il n'y a rien qui l'empêche. C'est pas trop, on va dire, entremêlé dans un setting précis. Là. Ça peut se décrocher et se mettre dans autre chose. Et c'est un peu dans cette idée-là, c'est pour ça que j'aime ça parler de cet ouvrage-là, parce que c'est aussi un exemple, c'est un exemple sur lequel je trouve ça bien de s'inspirer dans cette idée-là de ce qu'on avait dit de discuter, puis de ce qui était mentionné aussi sur la page Facebook, c'est le fait de pouvoir publier sur notre Patreon du stock qui va être utilisé, dans le fond, pour les joueurs, mais pour les DM, dans le sens que vous allez avoir du stock qui va être présentable et qui va être prêt à utiliser, mais qui ne sera pas nécessairement bourré et compacté dans un setting difficile puis long à apprendre. C'est ça. Ça va être quelque chose de très générique dans le sens que vous allez pouvoir prendre ce squelette-là, le canevas, comme on appelle, puis le mettre à votre sauce dans votre propre univers. Et ce que je trouve que Book of Lair fait très bien, chaque endroit est bien décrit avec genre salle 1, salle 2, salle 3, puis chaque endroit est présenté dans une autre page avec une belle map, bien simple. C'est pas à se casser la tête sur comment est-ce que ça fonctionne. Et juste dans le livre de 1, puis je pense quand même qu'il y en a plus qu'un, je pense qu'il y en a comme 2 Book of Lair. Juste dans le premier, il y en a comme, je pense, je compte rapidement de même, là, il y en a plus qu'une vingtaine. Sur échelonné sur à peu près 110 pages, là, vous avez à peu près au-dessus de 20 endroits, si on veut, en quelque sorte, à découvrir et à explorer et que vous pouvez, dans le fond, intégrer dans votre aventure. Puis, ce qui est cool, c'est que ça va vraiment de tous les genres. Autant, là, je regarde, il y a, par exemple, une guilde d'alchimistes. Où est-ce que, genre, c'est un endroit abandonné, où est-ce que les joueurs peuvent découvrir, puis là, il y a une twist qui est associée à ça. Justement, la grotte de Naboleth, et justement, l'exemple que je nommais tantôt, il est là. Une espèce de temple souterrain en lien avec un espèce de prince scorpion. Je pense pas qu'ils font un lien avec The Rock là-dedans, puis le troisième momie. Là. Je pense pas que c'est un lien avec ça. Là. Mais, à moins que c'est vraiment un bizarre de jeu de mots, peut-être qu'ils ont voulu faire, mais ça pour dire que Book of Lair, très cool ouvrage que je conseille à tout le monde qui est un temps soit peu intéressé à avoir un stock, une prémisse de stock et le taponner à sa guise de se pogner. Moi, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup travailler avec. Et très cool ouvrage de tierce partie.
Aussi simple Oui. que Puis ça. Cobalt Press comprennent D&D pour avoir beaucoup de monde qui ont travaillé chez D&D ou qui ont écrit pour D&D. Tu sais, tu sens que la compagnie comprenne la 5e édition de fond en comble, puis ils proposent tellement de stock, puis leurs ouvrages sont toujours des best-sellers, que ce soit en PDF ou en version physique. Il y a même certains livres d'extension comme ça qui sont disponibles même sur Amazon maintenant Oui, de Cobalt Press. Tu sais. Fait que c'est pas comme si c'était inatteignable comme type de livre aussi. Là, tu sais, c'est facilement trouvable. C'est en anglais, malheureusement, mais ça reste très facile d'accès. Moi, je vais vous parler d'un autre livre. OK. Ouais, mais je veux vas-y. dire, tu connais-tu une gang de personnes qui commencent à sortir du stock de Donjon Dragon, mais en français? Nous autres. Ouais, c'est ça. Ok, je voulais pas le plugger, là, c'est vrai, c'est correct. Vas-y, vas-y. C'était ça. Tu l'as plugué? Ben, on peut Ouais, le c'est ça. plugger là. Non, Mais non, vas-y. OK, ben, juste vous dire, on se parle beaucoup, Pierre-Philippe et moi, on a plein d'idées, puis on a commencé à donner des choses à nos membres Patreon. Donc, cette Mhm. semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sous-classe. C'est une sous-classe évolutive. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sous-classe, puis déjà, dès qu'on l'a mis, on avait des commentaires sur des choses que les gens faisaient. Ah, c'est pas clair, ça, ou moi, j'aurais changé ça pour ça. Puis là, on a fait, ah, bon point, bon point. Fait qu'on a comme créé une première sous-classe qui s'appelle le serment de l'enfer. Donc, c'est un oath, dans le fond, pour un paladin. Donc, puis le concept, c'est votre paladin a signé un deal avec un Archdevil ou il est en lien avec un- un- une créature d'une des 9 couches de l'enfer et est son agent sur le plan matériel. Donc, cette créature-là va lui donner des pouvoirs en échange de son allégeance et de son service. Et, donc, c'est ça, ça tourne autour de ça. Je ne veux pas faire de spoilers et dire tout ce qu'il y a là-dedans, mais c'est disponible dès maintenant à télécharger en PDF que vous pouvez utiliser dans vos campagnes. Vous pouvez le playtester, vous pouvez avoir du fun avec. Et c'est écrit en français. Donc, ce on voulait vraiment offrir un document en français. On a même fait un petit lexique à la fin sur certaines variations de mots qu'on a fait, puis leur correspondance si vous jouez en anglais. Donc, vous ne serez pas perdu. C'est pas impensable que euh, je, je commence à les intégrer dans D&D Beyond, puis que vous puissiez aller les chercher en Homebrew, on mettra des liens, puis vous pourrez aller les ajouter pour vos personnages en temps et lieu. Mais c'est un petit début de choses qu'on veut faire. On veut offrir des monstres, on veut offrir des sous-classes, des objets magiques, des choses, mais on veut les faire en français pour vous. Fait que c'est un petit bonus qu'on donne en plus de toutes les previews que vous avez. On va essayer de faire de plus en plus de contenu comme ça. Et voilà, fait que vous avez ça s'en vient. Puis il va en avoir Mhm. plus. Puis c'est cool, c'est une première tentative. Puis on est déjà content de la réception des gens. Fait Oui, que oui. tant mieux, cool. Ouais, fait que c'est vraiment cool. Euh, mon deuxième livre, moi, c'est un livre que je regrette de ne pas avoir en version physique parce qu'il est issu d'un Kickstarter qui a été extrêmement populaire, mais c'est sûr qu'il doit être fou. Ça s'appelle The Griffin Saddlebag Book One. Ce que c'est en fait, d'ailleurs, merci à l'équipe de Griffin Saddlebag de nous avoir envoyé un PDF au moins. Puis c'était pas la version finale, c'était comme un aperçu de ce qu'il allait avoir dans le livre. C'est un livre magnifique. Si vous connaissez peut-être déjà Griffin Saddlebag pour le profil Instagram où pas mal 3-4 fois par semaine, l'équipe construit un item magique euh, et il l'offre comme ça, avec toutes les caractéristiques de cet item magique-là. C'est des armures, c'est des épées, c'est des potions, c'est des wondrous items, c'est des commons, c'est plein de choses. Mais là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de s'associer avec la compagnie The Deck of Many, qui a été très populaire pour leur beau Deck of Many Things, puis leur carte de format tarot. Il y a les spell effects, puis il y a des caractérisations de conditions, puis des NPC, puis des choses comme ça. Fait qu'ils se sont associés ensemble, qui ont créé un vraiment beau produit. C'est un livre où vous avez plus de 300 items magiques que vous pouvez inclure dans vos campagnes. Les illustrations sont tout à fait magnifiques. Ça a l'air de sortir d'un livre officiel. Même, je te dirais que c'est même plus beau. Il y a une recherche, il y a de l'originalité. C'est vraiment cool. Et
la variante de ça, c'est qu'il est disponible en PDF. Il est disponible en ce moment en pre-order sur le site de Deck of Many, mais il est aussi disponible en format carte. Fait que vous pouvez avoir l'entièreté du livre en petites cartes individuelles que vous pouvez donner à vos joueurs lorsqu'ils obtiennent l'objet magique. Puis ça, je sais, c'est des choses que des fois les DM aiment avoir, des espèces de trucs tangibles pour agrémenter vos parties. Si c'est genre, vous dites, j'ai pas besoin d'un autre livre, mais ça, c'est vraiment cool, c'est disponible, puis ils y ont pensé. Il y a aussi toute l'archive de d'autres objets magiques que Griffin Saddleback a fait qui est disponible. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment un beau livre. Il y a des super belles illustrations. Euh, je regrette vraiment de ne pas l'avoir eu au prix Kickstarter puis d'être dans la liste d'attente pour l'avoir parce que c'est vraiment un bel ouvrage. Mm. Pour vrai. Puis moi, c'est un des trucs qui qui m'excite toujours là, quand j'en offre à mes joueurs, puis quand j'en reçois, moi, comme joueur, des systèmes magiques. Le Bag of Holding, on le connaît, mais il y a peut-être d'autres choses qui ressemblent au Bag of Holding qui pourraient être encore plus cool ou qui offrent une twist intéressante, puis qui pourraient se joindre, qui pourraient fitter plus avec mon personnage ou avec les personnages de mes joueurs. Vraiment, je vous le conseille. Allez voir. Si vous n'allez pas voir, vous achetez pas le livre, allez juste vous abonner à la page Instagram de Griffin Saddleback, ça vaut la peine. C'est juste malade. Le contenu qui sort, c'est vraiment cool. Fait que je sais pas, as-tu eu le temps de le regarder un peu, Pierre-Philippe? Euh, Oui, pour de vrai, j'ai eu l'occasion d'y jeter un peu un coup d'œil, puis pour de vrai, je dois t'avouer que j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est vraiment un beau livre. Comme tu dis, les illustrations sont vraiment belles. Les illustrations ressemblent beaucoup, c'est ça, ressemblent beaucoup à celles qui sont dans le manuel du maître, là, les espèces du Dungeon d'illustrations Master, ouais, ouais. du Dungeon Master concernant les objets magiques et tout ça. Puis ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et je trouvais ça vraiment le fun qu'au début, tous les objets magiques soient vraiment toutes dans une très longue liste expliquées selon leur rareté, en code de couleur, avec C'est les vrai, noms. ça. Ouais, ça, j'ai trouvé ça Classé, vraiment, ouais, puis vraiment, vraiment chouette. je pense même qu'il y a un Euh, index sur les origines des items magiques. Tu sais, si c'est plus elfique ou si c'est plus. Je pense qu'il y a même des guides de couleurs puis des choses comme ça pour se retrouver. ça se pourrait. C'est pas. Ouais, mais Ouais. pour vrai, la classification de gros volumes comme ça, c'est important, puis elle est très bien faite. Tu sais. Fait Ouais, que, ouais. Puis, c'est ça. C'est Griffin Saddleback, Book One. Fait que Book One, très, c'est très parce qu'il va cool. y avoir un Book Two, c'est sûr. Ben oui, c'est Ça a été sûr et un gros, certain. gros, gros succès sur Kickstarter. Puis, je vois pas pourquoi il y Ben en non. aurait pas bientôt même Ben un oui. deuxième Kickstarter pour le deuxième. Ouais. Puis vois-tu, encore une fois, Pour votre... c'est tellement le genre de choses que je trouve qui, comment je pourrais dire, tu sais, qui va de soi au final. J'en avais pas tant vu que ça avant, auparavant, voyons, des Kickstarter adaptés pour la 5e édition qui ne vont que proposer que, par exemple, un livre d'objets magiques. Tu sais, puis c'est le genre de choses que tu dis, Kim, c'est sûr ça va pogner. C'est sûr, ça va pogner. Les gens en crave de ça. Là. Non, très Mais je cool. pense que c'est parce qu'un volume comme ça, je pense que c'est parce qu'un volume comme ça, pour l'écrire, là, tu sais, 300 items magiques, il faut peut-être de l'originalité. Fait que j'aime l'approche de. Ils ont construit sur la popularité qu'ils ont vu que leur post sur Instagram avait, sur des concepts qui marchaient bien. Puis ils ont fait OK, on va remettre le best-of de ce qu'il y avait sur Instagram, plus d'autres affaires Mhm. dans un livre condensé. Tu sais, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une ligne directrice, puis il y a une idée précise de ce qu'ils voulaient offrir dedans. Puis ça fait juste du sens, mais c'est parce que c'est un gros, gros travail d'illustration, puis de Mhm. conception, puis d'originalité là, comme recueil. Puis c'est parce qu'ils ont bâti toute leur popularité avant que ça a été aussi un super gros succès. Ils ont même eu du endorsement de Critical Role, puis de choses comme ça. Là, t'sais. Fait que, ouais, Très cool, ça. pour vrai, good job, Griffin Ouais. Saddleback. Mhm. Toi, Oui, mon deuxième. tu Oui, nous je te closes close ça ça ce ce soir soir. avec un. Puis je suis content parce que bon, celui-là, il est encore disponible. Là. Je me suis pas fait couper l'herbe sur le pied avec un projet qui a été fermé sans que je le sache rapidement. Dans le fond, moi, comme vous le savez fort bien, je suis
Mais du moins, vous le savez fort bien, je le dis comme si genre je t'ai reconnu à travers le monde entier. C'est pas ça que je veux dire. Ceux qui écoutent notre podcast, merci déjà. Merci d'écouter, c'est gentil. Mais je suis un grand fan de l'horreur en général. C'est quelque chose que j'aime beaucoup intégrer dans mes parties. C'est quelque chose que j'aime beaucoup jouer dessus à différentes échelles, à différents settings, à différents systèmes. Et un des premiers jeux de rôle que j'ai découvert dans ma vie, c'était l'Appel de Cthulhu, que j'ai aimé. On en avait déjà parlé dans ma première rencontre face à face via les internets. Et au final, ce que je veux parler, on dirait que je pars, je m'en vais sur une longue épopée, là, mais je dis ça au final pour parler de Sandy Peterson, qui est en fait le créateur de l'Appel de Cthulhu. Lui, c'est parti sa compagnie. Peterson Games, que ça s'appelle, qui fait entre autres des livres de jeux de rôle, mais également des jeux de société, beaucoup de jeux de société. Et lui, depuis quelques années, il avait été en campagne de sous-financement des ouvrages où est-ce qu'il mêlait le concept du mythe de Cthulhu avec la 5e édition. Tu sais, il veut pas, le gars, il est pas calme. Okay. Il voit bien que genre la 5e édition, c'est une gigantesque vache à lait en open source qu'on peut aller travailler dessus un peu comme on veut. Mais en même temps, c'est très cool. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait sorti de la merde. Là. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié son premier ouvrage qui avait sorti sur la question qui s'appelle Sandy Peterson, Cthulhu Mythos, 5e édition fantasy. Il existe également, c'est ce qui est très cool, c'est qu'il y a comme varié un peu. Le même livre existe aussi pour Pathfinder. Mettons que quelqu'un voudrait faire genre, hey, je veux ce livre-là, mais je suis plus crunchy dans mes détails, là, fait que je veux Pathfinder. Fait que c'est possible de l'avoir, mais ce qui est cool dans ce livre-là, c'est que c'est un bestiaire. Il y a une tralée de nouveaux monstres en lien avec le mythe de Cthulhu. Mais il y a également aussi tout, dans le fond, ce qui est nécessaire à intégrer le feel cthulhuesque du mythos de Lovecraft dans une partie de Donjons Dragons, sans nécessairement que ce soit juste le bestiaire, dans le sens qu'il y a des nouvelles races que les joueurs peuvent jouer, qui sortent tout droit dans le fond du setting de Lovecraft, c'est-à-dire par exemple les ghouls de Lovecraft ou ce qu'on appelle les Dreamlands Cats, qui sont comme un peu des genres de chats qui proviennent du monde des rêves et tout ça. Et des choses comme ça, mais aussi des options de classe. Chaque classe a comme, dans le fond, sa sous-classe disponible qui a vraiment un lien avec le concept de Cthulhu et tout, comme par exemple le barbare, c'est genre... c'est un primal path, c'est un primal path qui a un lien avec genre la folie. C'est que plus le barbare il devient comme fou, plus il devient comme fort. C'est vraiment particulier. Alors que le rogue, par exemple... Ouais, exactement. Alors que le rogue, c'est plus comme un genre d'investigateur, en quelque sorte, le classique investigateur de Call of Cthulhu. C'est genre le genre de gars qui va chercher des indices et tout ça. Fait que très, très cool avec des nouveaux backgrounds, aussi également des nouveaux dons. Quand même beaucoup de dons en lien avec le mythe de Cthulhu. Il y a un chapitre qui aborde, qui va comme un peu réutiliser, parce que je me rappelle que le Dungeon Master Guide, il parle, exemple, c'est la possibilité de la règle optionnelle d'intégrer de la santé mentale dans ta partie. Le livre de Sandy Peterson il y a un gros chapitre qui s'appelle Insanity and Dread, où est-ce que dans le fond, ils vont creuser un peu plus ce système-là parce que c'est quelque chose de très commun dans une partie de Call of Cthulhu, le concept de la santé mentale. Ouais. Fait qu'ils vont comme toucher un peu plus ça. Sinon, il y a un chapitre qui va parler du spellcasting, puis le mythe en général sur des nouveaux spells, puis une manière de twister ça pour que ça soit tout le temps un peu plus dangereux de faire des spells, que ça soit tout le temps un peu je donne quelque chose en retour pour que je puisse comme réussir à accomplir telle chose. Très cool. Des nouveaux items. Très Cthulhu, ouais, très Cthulhuesque. Des nouveaux items, des livres, de l'Adventure Guild qui est en lien avec ça, et des cultes. Beaucoup de cultes qui sont intégrés dans le livre, comment les rentrer dans votre partie en lien. Mettons que vous avez
le culte justement du grand Cthulhu, là, où est-ce que c'est des gens qui rêvent la nuit de cette espèce de personnage à tentacules, visage tentaculaire, qui dort dans sa cité sous-marine, ou le culte du cygne jaune, où est-ce que vous priez Astur, le dieu qui habite sur une autre planète quelque part. Et aussi, il va aborder également les autres races dans le mythe. Tu sais comment... j'arrête de dire ça. Les autres cultures dans le mythe, comme par exemple les Dragonborn, les nains et tout ça, tu sais, les classiques du manuel du joueur de base, comment est-ce qu'ils sont intégrés dans ce concept-là en quelque sorte. Et bien sûr, il y a une grosse section du livre qui va aborder un côté bestiaire avec une pléthore de créatures à intégrer dans votre partie, mais également des avatars des plus grandes divinités du mythe qui sont des monstres absolument intuables, là, que genre tu dis jamais que mes joueurs vont se ramasser contre ça, ça n'a aucun mot de sens. Là. C'est des affaires de genre CR22, puis t'es comme ok, ouais, laisse faire. Là. Mais outre ça, il y a des créatures très cool qui peuvent se plugger au quotidien, tu sais, qui peuvent passer vraiment comme un monstre de Donjon Dragon. Là. C'est juste que tu sais que genre la personne qui connaît bien ça, qui connaît bien le mythe, va se dire OK, mais ça vient vraiment du mythe de Cthulhu, sauf que ça se plug comme un monstre de Donjon Dragon, comme n'importe quel autre. Là. C'est pas plus bizarre que genre, je sais pas moi, une mimique. Tu sais, juste ouais, peu importe, c'est une mimique dans son concept, je trouve ça absolument effrayant. Là. Fait que c'est ça pour dire que Andy Patterson a sorti ça, qui sont un ouvrage très cool pour toute personne qui aime beaucoup le mythe et qui veut l'intégrer dans sa partie. Mais également, il a sorti, puis à mesure que ça avance, il sort de plus en plus de stock, il a sorti aussi des campagnes, qui s'appelle une campagne en 5 parties qui s'appelle Ghoul Island, je crois, où est-ce que dans le fond, c'est une espèce d'histoire de navires échoués, puis des ghouls, mais vraiment la twist des ghouls, justement Lovecraftienne en lien avec l'art, puis la transformation humaine en ghoul et tout ça. Et il y a aussi une autre campagne qui est plus en lien avec les serpents, Yig, qui est dans le fond une autre divinité du mythe. Qui va être abordé aussi là-dedans. Okay. J'ai pas beaucoup checké les campagnes, je saurais pas te dire. J'ai checké un peu celle de Ghoul Island, je trouvais ça bien, je trouvais ça ok, j'étais comme ok, cool, tu sais, ça a une twist, j'étais un peu plus horrifique. Puis tout a l'air un peu plus dangereux, mais tu sais, au final, c'est quand même du Donjon Dragon. Fait que tu sais, dans ce peu, vous êtes niveau 6-7, vous pétez à la gueule à pas mal d'affaires, mais tu sais. Ça pour dire que je trouve ça très bien pour ce que ça propose. C'est un beau livre. Le Cindy Peterson Cthulhu Mythos de base, le livre de base. Super beau, très beau dessin, très bel ouvrage. Il y a des dessins quasiment à toutes les pages avec une belle reliure, puis c'est très bien divisé, très clair, facile à lire, bien sûr, seulement en anglais, malheureusement. Peut-être qu'un jour, je vais le traduire. Qui sait? Non, c'est pas vrai, je pense pas que ça va arriver, ça. Mais c'est moi ça. Méchant job de moine, c'est genre un livre de 500 pages. Là, je passe mes journées là-dessus. Mais ça pour dire, très cool ouvrage. C'est un truc de tierce partie que je voulais aborder avec toi. Puis il y en a plein d'autres, mais on n'a pas le temps. On ne peut pas tout parler. Il y a bien du stock. Mais oui. c'est pour ça qu'on a d'autres épisodes du podcast. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là encore une fois. Merci beaucoup pour vos commentaires, d'aimer la page. Mine de rien, on approche le 1000 abonnés sur Facebook. C'est vraiment cool, on capote. Merci d'être là. Merci de vous abonner à nos autres plateformes comme Instagram. On est sur... Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Music, Podbean, Google Podcast, tout ce que vous voulez. Merci à tous ceux qui s'abonnent à notre Patreon. Donc, on explique le concept. Pour 3 $, vous devenez un aventurier de coups critiques et vous avez accès à toutes nos vidéos d'avance et à du contenu promotionnel, comme on a parlé un peu tantôt. Il y a plein de choses qui s'en viennent. On vous tient au courant. Restez abonnés sur la page Facebook. C'est le lieu central où il y a vraiment de tout. Il y a le site coupcritique.ca aussi où vous pouvez voir nos articles plus en profondeur, puis où est-ce qu'on essaie de prendre les dernières nouvelles et les traduire en français juste pour vous. Merci à vous d'être aussi merveilleux, de nous écouter encore à chaque fois. Merci. Merci Pierre-Philippe. Oui, merci à toi aussi, Francis. Juste, on se dit merci à toutes les sauces. Merci beaucoup aussi. Comme moi aussi, je veux dire merci à nos personnes qui nous suivent et à nos Patreons. Donc, merci. Super, bien, écoutez, bonne game, amusez-vous. Puis en espérant qu'on pourra tous bientôt jouer
entre nous bientôt. Soyez prudents. Restez vigilants. Portez un masque. Faites ce qu'il y a à faire. Vous êtes tous des adultes. Vous êtes bons. Ciao.